Amis des oscilloscopes, bonjour. Il y a quelques temps, je vous ai fait l'unboxing de mon nouvel oscilloscope Keysight. Et lors de cette vidéo, je vous avais parlé que j'avais hésité entre cet appareil-là et le Rigol 1104Z+, qui est un modèle, alors il faut reconnaître, qui est beaucoup plus économique. Cet oscilloscope Rigol est un appareil qui offre un très bon compromis, on va dire performance-prix, parce que pour, je crois qu'il coûte dans les 700 € à peu près, il offre quand même des tas de possibilités qui sont très larges et déjà, je dirais, plus que suffisantes pour la majorité des usages, on va dire, courants de dépannage ou d'électronique amateur. Mon ami Jean-Jacques en a fait l'acquisition d'un et a eu l'extrême gentillesse de venir ici pour que je puisse faire quand même une petite vidéo pour le présenter, enfin pareil, hein, une présentation rapide. Je pense que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Il l'a aussi acheté chez Top Oscilloscope, hein, j'ai mis le lien dans la vidéo. Et grâce à celui-ci, vous pourrez vous rendre sur la boutique où vous pouvez aussi télécharger des documentations, des plaquettes. Et on trouve aussi bien sûr beaucoup de vidéos sur ce modèle sur le net. Alors allons-y. On a reçu ce carton Rigol, donc il contient le scope. Alors, regardons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on a la notice et les softs associés. Un cordon d'alimentation, bien sûr, européen. Deux sondes. Ok. Allez. Et deux sondes, d'accord. En fait, c'est deux sachets de sondes. Un câble USB qui permet de relier l'oscilloscope à un ordinateur. Alors, sortons maintenant le bignou de sa boîte. Ok, donc on va l'enlever. Alors comme on a pu voir à l'intérieur, il y a un sachet aussi anti-humidité que je vous conseille de garder, ça peut toujours servir. D'ailleurs quand ils sont humides, on peut les remettre un peu au four pour les sécher et les réutiliser. Ah, alors voilà le DS 1104 Plus. Donc on voit tout de suite qu'il a un écran ici, vraiment on va dire 16/9, hein, qui est très large. Donc rapidement on retrouve ici le bouton de mise en route, qui là aussi est un vrai bouton, c'est pas électronique, qu'il coupe réellement. Prise USB pour pouvoir brancher principalement une clé USB. Ici le connecteur qui permet de mettre la sonde logique, mais qui est une option, hein, qui n'est pas livrée avec. Donc les quatre entrées. Ici on a tous les boutons multifonctions qui correspondent à la fonction qui se trouve ici en face. Et là, alors pour gagner de la place pour les quatre entrées, là c'est un système un peu différent de Keysight. On choisit ici la voie qui correspond au réglage en cours. L'avantage d'avoir un panneau de commande qui est beaucoup moins compliqué et plus réduit, ça a éventuellement l'inconvénient qu'on est toujours obligé de faire les choses en deux fois. Il faut d'abord sélectionner le channel qu'on veut et après faire agir. On a ici le fameux réglage qu'on retrouve partout multifonction et les différentes commandes. Alors derrière, ici, comme on peut le voir, on retrouve prise USB B qui permet de le connecter sur un ordinateur, la prise LAN, la prise d'alimentation. On retrouve ici une prise anti-vol qui permet de le fixer qu'un câble éventuellement. Et ici, on a la sortie trigger. Alors je ne vois pas d'entrée trigger extérieure. Je suppose que si on veut le faire, il faut sacrifier une voie. On l'a branché, alors on va chronométrer le temps qu'il met à se mettre en route. Alors, top chrono. Ah, alors déjà je note qu'il est quand même... Enfin je dirais il n'est pas plus bruyant que son grand frère de la série 2000, mais il est plus bruyant que la Gilent.
Maintenant, pour info, il y en a qui ont mis des ventilos un peu moins bruyants dessus. Donc là, on voit toute la séance d'autotest. Et top, là il est démarré. 25 secondes. Ah, là par contre, il fait... Je dirais, il est à peu près comme je dirais l'autre rigole. Et il est quand même plus rapide que la Gilent. Enfin bon, lui, il n'a pas Windows CE à l'intérieur. Alors ici, il affiche toutes les options. Voilà, alors c'est encore un système d'options. Alors là, on voit que les options sont très très nombreuses et qu'elles sont en mode essai. Alors malheureusement, le mode essai, c'est qu'on les utilise ou pas. C'est-à-dire qu'on a un certain temps pour les utiliser et après, il faudra les jeter. On retrouve ce qu'on a, ça ressemble pas mal au rigole que j'ai. Donc là, on voit qu'on peut choisir le menu ici qui va permettre de choisir les mesures que l'on veut afficher. Ici, donc, on a un menu contextuel qui dépend des fonctions. Alors, on va brancher la sonde. Voilà, et pareil, il y a un bouton automatique qui permet automatiquement de se régler au mieux. Et voilà. Et là, en même temps, je dirais miracle, la sonde, elle est quasiment bien compensée. Ah non, c'est qu'elle était en foin. Donc je recommence. Donc voilà, donc ici on vient d'essayer avec la sonde et bien sûr, comme elle est neuve et qu'elle n'a jamais été branchée, il faut la compenser. Voilà qui est fait à peu près. Alors parlons des sondes justement. Donc c'est des sondes qui honnêtement, quand je compare avec la série 2000, le plastique est un peu plus rigide, hein, c'est pas du silicone. Enfin bon, maintenant, je veux dire, c'est pas non plus de la mauvaise qualité, mais enfin, c'est quand même un peu moins agréable au toucher. Et par contre, c'est des sondes ici qu'on voit qui ont la positivité x1, x10. Alors ça, on va dire que c'est bien et pas bien. Ça a un inconvénient, des fois, ça peut faire des erreurs. Je rappelle que quand on est en position x1, la bande passante est extrêmement limitée par le câble coaxial de la sonde. Et la bande passante, là, elle est donnée pour 7 MHz. On est loin des 100 MHz du scope. Donc, pour moi, c'est quasiment une aberration d'utiliser en x1, à moins qu'on fasse vraiment de la très basse fréquence. Et je vous conseille de toujours utiliser la position x10, qui elle, par contre, donne une bonne passante intéressante. Alors bien sûr, selon le type de sonde qu'on met, on le retrouve ici, dans le menu, il faut ici dire le type de sonde qu'on a. Là, on voit que c'est déjà sur x10. Alors si on se trompe dans ce réglage, hein, c'est pas automatique, hein, il ne sait pas détecter les sondes, et ben on aura bien sûr des mesures qui sont fausses. Donc là on voit quand même un affichage qui est très sympa. Donc là par exemple on retrouve la fonction de zoom qui est aussi très intéressante, qui permet de regarder, zoomer sur par exemple ici le front montant d'une impulsion. Alors on peut bien sûr mettre les autres voies, sachant que ici j'ai rien branché dessus. Donc ici, comme je vous l'ai expliqué au début, on appuie un coup pour dire quelle est la voie qui correspond au réglage. Donc là on voit que là je fais marcher la voie numéro 2. Si j'appuie un coup sur 3, je fais la voie numéro 3. Alors là par contre ce que je constate c'est que la position c'est pas très réactif. Il y a quand même un petit délai. Donc voilà, et si on veut couper les voies, il suffit ici de les faire 2 fois de suite de façon à les couper. Ici on a les mesures périodes, par exemple si on veut afficher la fréquence, on appuie ici, on voit automatiquement en bas ici ça a affiché la fréquence du signal. Bon, encore une fois, hein, le but de cet unboxing c'est de faire une présentation rapide. Hein, c'est en aucun cas le fait de détailler son fonctionnement, c'est aussi un oscilloscope qui est quand même très riche, qui a les voies mathématiques, les FFT, il a aussi la possibilité de faire par exemple des copies d'écran, de stocker des réglages sur la clé USB, de même stocker les mesures. On peut récupérer dans Excel par exemple tous les points de mesure d'un signal.
Et ça, des fois, ça peut être aussi intéressant. Donc voici pour cette petite présentation. Encore merci à Jean-Jacques d'avoir eu la gentillesse de venir jusqu'ici pour vous permettre de découvrir avec nous cet appareil. Que Top, le dieu des oscilloscopes qui rigole, veille sur vos montages. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.